My next trip was to Silverstone. Before the 1960 British Grand Prix, we were treated to a parade for pre-war cars. Keith Schellenberg's Banato Hassan Bentley looked even more of a monster than I remembered. Much more pleasing to the eyes and to the ears were several ERAs, an Alta, a 1939 Maserati, an Alfa Monza, a pair of Bugatti Type 35s, and the unique Derby Maserati with its front-wheel drive. Remus, the ex-Prince Bearer of Siam ERA. The flag dropped. The field raced away on what was meant to be a demonstration. The Maserati had to be pushed off the line. But the parade soon turned into a race, and after some exciting moments, at the end of 2 laps, Neil Eason Gibson called a halt before somebody got hurt. Stirling Moss toured the circuit before the Grand Prix. He was not competing as he was still recovering from his accident at the ill-fated Belgian Grand Prix, at which he and Taylor had been injured, and Chris Bristow and Alan Stacey had both sadly been killed. Since Moss's win at Monaco, Brabham had won the Dutch, Belgian and French Grand Prix. Aston Martin appeared with the new independently suspended DBR5s for Roy Salvadori and Maurice Trintignant. The untidy-looking BRM had a transmission brake. Works Coopers were entered for Kiwi Bruce McLaren and for Jack Brabham. The world champion was in pole position. Stirling, never one to enjoy watching others do what he did so well himself, was on hand to start the race. Brabham soon led, followed by McLaren, Bonnier and Ireland. Graham Hill and Tony Brooks had both stalled on the grid and were now at the back of the field. At the end of lap 2, Brabham still led from his teammate McLaren, followed by Bonnier's BRM and Ireland's Lotus. Veteran Maurice Trintignant had only qualified the Aston Martin 21st. It was now as clear as daylight that front-engine cars were obsolete. Up front, the order was now Brabham, Bonnier, Ireland, McLaren, Surtees. In 6th, a young Scot making his British Grand Prix debut, Jim Clark. Then came Phil Hill, Gurney, Von Trips and Maston Gregory. By lap 20, Brabham still led, but the works Lotuses of Ireland, Clark and Surtees were lying 2nd, 3rd and 4th. Graham Hill had fought his way up from the back to 6th. Among the lesser lights, the Cooper Maserati of Maston Gregory was a delight to watch. At half distance, Brabham led by 7 seconds from Graham Hill, who had now passed all 3 Lotuses. Graham Hill soon caught and passed Brabham, a magnificent achievement after being left on the grid. But then, going into Copse, passing slower cars, he threw it all away, spinning off into retirement, and thus giving Brabham his 4th Grand Prix victory in a row. The Lotuses of Surtees and Ireland were 2nd and 3rd, whilst Jim Clark had been forced to pit with broken front suspension. Jack Brabham's win meant his World Championship lead looked now unassailable. Late in August, I motored down to Goodwood for the RAC Tourist Trophy. The new Grand Touring car regulations had superseded the traditional open sports car category, and the race length had been reduced to just 3 hours.
6 Ferrari 250 GTs had been entered, 5 short disc brake models, and a single long wheelbase drum brake model. Works Porsches were entered for Graham Hill and Joe Bonnier. Aston Martin DB4 GTs were to be driven by Roy Salvadori and Innes Ireland. The field included no less than 11 Lotus Elites, a twin-cam MGA, an AC Bristol, and a pair of Austin Healey 3000. Joe Bonnier's Porsche was not Arbath-bodied, as Hill's was. Sterling, in only his third drive since his Spa crash, was to drive Dick Wilkins's Ferrari 250 GT, which had been prepared and entered by Rob Walker. Innes Ireland parked his DB4 GT. Although the Astons were privately entered, Reg Parnell and Works Mechanics oversaw the two cars. Joe Bonnier was hoping his luck would improve, as he had had to retire from the last 5 Grand Prix. Rob Walker was proudly taking photographs of the 250 GT in his Scottish dark blue colour scheme. "Listen, Sterling, we're all glad you're back, but don't go running away with this, will you?" seemed to be Salvadori's orders for his old teammate. Autosport's John Bolster receives his brief from founding editor Gregor Grant. The race started at 3 o'clock. Willie Mares wished it hadn't. He ran to the wrong side of his Ferrari. As could be expected after a Le Mans start, Moss was away first, with Salvadori's Aston second and Ferrari's third, fourth and fifth. At the end of the first lap, Moss led, but Salvadori was just behind. These two were already pulling away from the rest. Soon, Moss was lapping the slower machinery, tooting his horn to warn them of his impending arrival. And more trouble for Willie Mares, who lost time while spinning at Woodcote. Salvadori drew level with Moss past the pits and then passed him on the outside. When Salvadori ran wide at St Mary's, the quick adverse camber left-hander, Moss resumed the lead. Both cars pitted, but Moss, requiring only the rear wheels to be changed, gained over the Aston. Then Salvadori came in with a burst rear tyre. This effectively finished his chance of staying with Moss's Ferrari, though when he resumed, he was still in second place. The race had become one of pit stops. Although the Ferraris needed replacement rear covers every 30 laps or so, the Astons required all 4 wheels replacing, losing vital seconds in the pits. Ireland was in third place, but his exhaust was dropping off. He was black flagged and lost time having it re-secured. Several Lotus Elites were fighting for honours in the 1300cc class. In the 2-litre class, Lawrence's Morgan Plus 4 and Simpson's supercharged hardtop Sprite were mixing it with the Porsches. Moss, meanwhile, was already cruising. The Ferrari still had its radio fitted, and Sterling was actually listening to the BBC race commentary as he was racing.
Graham Warner in Love 1 followed Moss's line. Ireland, with his exhaust now fixed, was still in third place. And so, at 6 o'clock, Stirling Moss took the checkered flag to win his 6th TT. The Astons of Salvadori and Ireland were 2 laps behind. The Porsches of Hill and Bonnier finished first and second in the 2-litre class, with Foster's MG third. In the 1300cc class, Lumsden's Lotus Elite pipped Warner's similar car on the last lap. Easter Monday was wet and miserable, but I drove down to Goodwood, along with 45,000 others, for the first Formula One race to be run to these new 1500cc regulations. Motorcycle champion John Surtees, driving the Yeoman Credit Cooper, led from the start, but was closely tailed by Moss in his Rob Walker Lotus. A duel developed between the 7 times world motorcycling champion and the master, Moss, which lasted for most of the race. Graham Hill's BRM was in third, and Salvadori's Yeoman Credit Cooper fourth. Innes Ireland in the Works Lotus, and Tony Brooks, having forsaken Ferrari and then Yeoman Credit, was now with BRM. They were having a good scrap for fifth. On lap 29, Moss's Lotus had begun to lose engine power, and he fell out of touch with Surtees, dropping into the clutches of Hill and Salvadori. Surtees had driven in 4 Grand Prix in 1960, but having seen the way Colin Chapman was prepared to renege on his contract with Innes Ireland in order to employ him, Surtees had decided to sign with Reg Parnell's Yeoman Credit-backed team. Immediately after getting past Innes Ireland, Brooks had embedded his Cooper in the sand at Woodcote. Surtees took his first 4-wheeled win, delighting team manager Reg Parnell. It was wet again for the International Trophy at Silverstone. The race was run to the new Intercontinental formula, although perversely there was little continental competition, as Ferrari were concentrating purely on Formula One. Works entries had come from Cooper, Lotus, BRM, Scarab and Vanwall, with their new rear-engine car to be driven by John Surtees. Out of Woodcote at the end of the first lap came Brabham and McLaren, both in Yeoman Credit Coopers, and Moss in the Rob Walker Cooper. In 4th place was Surtees in the rear-engined Vanwall. Surtees took third from Moss, and then McLaren put his car in a ditch, and Surtees spun at Abbey, leaving Brabham in the lead from Moss and Henry Taylor in a Works Lotus. Cars were spinning off all over the circuit. Moss overtook Brabham and soon started to pull away. Californian Chuck Day had manhandled the old Scarab into 7th. But for the Intercontinental formula, the Scarab would have stayed where it belonged, in a museum. By lap 45,
Moss led by over a minute from Brabham, with Taylor third and Salvadori fourth. When Stirling took the checkered flag, he had lapped the entire field. The 47th French Grand Prix was held at the fast Reims circuit. It was the fourth Grand Prix of the year. Moss had driven the race of his life to win at Monaco, but the much more powerful Ferraris had completely dominated the subsequent Dutch and Belgian Grand Prix, Von Trips winning at Zandvoort and Phil Hill at Spa. Rob Walker's Lotus, entered for Stirling Moss, consisted of last year's Lotus 18, its chassis updated with this year's rear suspension, a 5-speed Colotti gearbox and new bodywork. The Porsches were to be driven by Swede Joe Bonnier, Dan Gurney from California, and the amateur Dutchman Karel de Beaufort. Clark and Ireland were entered in the works Lotuses. The Yeoman Credit team, with manager Reg Parnell and drivers Surtees and Salvadori, had the latest Coopers, one running on SU carburetors instead of the usual Vapors. The grandstands give a good view of the pits and main straight, as well as to the more distant parts of the circuit. John Surtees went out in the training car. Times in T cars were not recognized by the timekeepers. The Ferrari team had entered 4 of its Dino 156s with their distinctive twin-nostril air intakes. 3 of the cars had the new 120-degree V6, the 4th the older 60-degree unit. Either way, they had a lot of power in hand over the 4-cylinder Coventry Climax engine. The 3 main team drivers were Phil Hill, Richie Ginther and Taffy Von Trips. The 4th car was entered by a group of Italian motor racing clubs to promote young Italian talent, but it was effectively a works car. It was to be driven by the young Italian Giancarlo Baghetti. Baghetti from Milan has only driven in 2 Formula One races before now, and he's won them both, non-championship events at Syracuse and Naples. Unsurprisingly, the Ferraris set the pace on the first day of practice. Moss set a very fast time by slipstreaming Von Trips. Stirling then came back in, and on his way gave the Ferrari team a Churchillian gesture. He had set a time which would have been impossible without their help. Ferrari team manager Tavoni then pulled Baghetti in to prevent the other Coventry Climax engine cars doing the same thing. This circuit, over public roads near Reims, sweeps across the cornfields for a lap distance of a little over 5 miles. It is extremely fast, with average lap speeds of over 125 miles per hour. After leaving the pits, we enter a long, fast right-hander. The road then drops away and around to the left. After braking into the tight Virage de Mouison, the cars accelerate away down the fastest part of the circuit. This kink is taken flat out. À la fin de la longue descente, la voiture est lancée à plus de 255 km/h et il faut littéralement écraser le frein pour négocier le virage de Tiwa qui ramène à la ligne droite des stands. Après avoir fait le tour de ce circuit, je suis doublement convaincu que les Ferrari vont s'en donner à cœur joie.
les écuries installent leurs ateliers dans divers garages des environs de la capitale champenoise. L'écurie de Rob Walker travaille sur sa Lotus modifiée car Moss n'est pas satisfait de la maniabilité de la voiture. Non seulement il ne dispose pas de la puissance des monoplaces de la Scuderia, mais la sienne est d'un modèle dépassé. Les monoplaces sont comme chez elle dans les rues de Reims, à l'image de la Cooper de John Surtees qui se rend tranquillement au circuit. La dernière séance d'essai a lieu le vendredi soir. Il fait encore affreusement chaud et Rob et Stirling fuient le soleil. À Muison, une Lola Formule Junior doit être remise sur la route par les commissaires de course avant que les essais du Grand Prix puissent commencer. Et c'est au tour des F1 de s'élancer pour les tours de qualification. Von Trips guide son élève Baghetti. Les V6 de la Scuderia font indéniablement meilleure impression que ceux de Coventry Climax. Stirling fait une sortie, mais il économise la voiture. Il sait qu'il ne pourra pas améliorer le temps qu'il a réussi à pirater. Toutes les voitures équipées de moteurs Climax tentent de refaire le coup réussi par Moss, mais la ruse a été éventée et les Ferrari entrent au stand ou ralentissent pour être tranquilles. Ces essais n'ont donc pas grand intérêt, les Ferrari n'étant absolument pas inquiétés par leurs concurrents. Peut-on d'ailleurs encore parler de concurrents ? Quand les BRM, Cooper et autres Lotus tournent aux alentours des 2 minutes 30 au tour, les Ferrari tournent carrément à 5 secondes de moins. La course elle-même se déroule le dimanche 2 juillet 1961. Et comme prévu, la journée s'annonce caniculaire. Dans l'après-midi, la température atteindra 38,5 degrés dans les stands et presque 48 degrés au niveau de la piste. Stirling fait une sortie au dernier moment. Et Joe Bonnier fait de même avec l'ex-Porsche de Rob Walker. 3 Ferrari monopolisent la première ligne. Baghetti, le débutant, est sur la 5e aux côtés de la Porsche de Bonnier et de la BRM de Brooks. Phil Hill et le malingre Richie Ginter mettent au point leur tactique. Et pour son premier Grand Prix de la saison, Roy Salvadori est en 6e ligne, crédité du 15e temps. Un des commissaires arbore le même couvre-chef que John Bolster. Tony Brooks discute avec Peter Burrs au sujet de la BRM. Et il fait si chaud que les mécaniciens de la Scuderia font tout et n'importe quoi pour rester au frais.
Sur beaucoup de voitures, on a enlevé les panneaux de carrosserie et percé des fentes dans la tôle pour améliorer le refroidissement. Les entrées d'air des BRM, improvisées ou habituelles, sont protégées par des grillages pour empêcher les cailloux d'entrer dans le moteur. Les pilotes s'aspergent d'eau pour se rafraîchir. Pendant 2 heures et 15 minutes, ils vont être en pleine fournaise. Mais ça ne les empêche pas de garder le sourire. Pas vrai, Maurice? On prépare la grille de départ. En tête, les 3 Ferrari. Viennent ensuite Moss et Jim Clark sur la Lotus Usine. McLaren, Surtees et Graham Hill sont en 3e ligne. Innes Ireland et Dan Gurney sur la 4e. McLaren court ici son 21e Grand Prix. Surtees son 8e, Hill son 28e, Ireland son 17e et Gurney son 15e. Et parmi eux, seul McLaren a déjà gagné une course. Les 26 participants prennent tous un bon départ. Les gommes, dopées par la chaleur et un démarrage en trombe, dégagent un nuage bleuté. Les 3 Ferrari prennent évidemment la tête, mais Moss est encore dans leurs échappements. Suivent John Surtees et Jim Clark. Un des nouveaux venus, Jackie Lewis, connaît d'entrée de jeu des ennuis mécaniques. Sa Cooper Climax chauffe gravement. Au 5e tour, c'est bien sûr une Ferrari qui est en tête, celle de Phil Hill. Et son coéquipier, Wolfgang Taffy von Trips, n'est pas loin. Moss est 3e, il a doublé l'Américain Richie Ginter, victime d'un tête-à-queue. Pour la 5e place, la bagarre fait rage entre Clark, Ireland, Graham Hill, Baghetti, Bonnier, McLaren et Gurney. Phil Hill braque un peu trop violemment à Muison, mais loin devant le reste du peloton. Pas de souci donc pour l'Américain qui conserve la tête. Moss, victime de problèmes de frein, se fait bientôt doubler par tout le monde et passe de la 4e à la 12e position. Quant à Baghetti, il a fort à faire devant Clark, Bonnier, Graham Hill, McLaren et Gurney. Au 13e tour, von Trips prend la tête de la course sur ordre de son stand. Puis toujours sur ordre du directeur de l'écurie, M. Tavoni, lui et Phil Hill lèvent le pied pour permettre à Ginter de revenir. Au 19e tour, Stirling Moss, lassé de se battre contre ses freins, s'arrête au stand. Al Francis découvre alors que la tuyauterie d'équilibrage entre les 2 plaquettes de frein du disque arrière droit est percée. Et pendant que Moss est au stand, von Trips est contraint à l'abandon, sa Ferrari crachant de l'eau par le pot d'échappement droit. Le moteur à 120 degrés n'avait pas donné le moindre signe de fatigue lors des 3 précédentes épreuves. Phil Hill se retrouve donc de nouveau en tête, suivi par Ginter. Tandis que Moss concède 4 tours pendant qu'on répare ses freins. La Ferrari numéro 16, celle de Phil Hill, tourne comme une horloge. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la course pourrait devenir infiniment plus intéressante si les voitures de la Scuderia connaissaient soudain quelques ennuis mécaniques. Ses freins réparés, Moss n'a pu faire qu'un tour avant d'être à nouveau contraint de s'arrêter. Cette fois, il se plaint d'énormes vibrations. Une grosse quantité de goudron fondu et de gravier a séché sur l'axe de la roue lors de son précédent arrêt au stand, créant un effet de contrepoids. Une fois la réparation effectuée, il reprend la piste, mais il a accumulé beaucoup trop de retard pour pouvoir espérer quoi que ce soit.
Phil Hill compte désormais 10 secondes d'avance sur Ginter. Baghetti est 3e, mais toujours sous la pression des Lotus de Clark et Ireland. Suivent Karel Godin de Beaufort et sa Porsche, qui ont déjà concédé un tour, puis Bonnier, McLaren, Gurney, Graham Hill et une des voitures de l'écurie UDT. Et Baghetti se retrouve bientôt pris en sandwich entre les Lotus usines de Clark et Ireland. Stirling est toujours en course, mais très loin derrière tout le monde. Puis la Lotus d'Ireland commence à perdre de la puissance, et Clark est petit à petit décroché. Baghetti se retrouve alors aux prises avec Gurney et Bonnier, respectivement sur Lotus et sur Porsche. Pour une première en Grand Prix, Baghetti n'est vraiment pas à la fête. Phil Hill compte toujours une avance confortable sur son coéquipier Richie Ginter. Mais lors du tour suivant, sur le revêtement fondu du virage de Tiwa, Phil Hill part en tête à queue et est percuté par Moss. Ce dernier, dont les suspensions ont souffert, doit abandonner. Quant à Hill, son moteur a calé. Il tente de redémarrer en poussant sa Ferrari 156, mais il a oublié que cette manœuvre est désormais prohibée. C'est donc Ginter qui se retrouve à la première place. Et il ne reste qu'une seule autre Ferrari en course pour faire face à l'armada des Porsche et autres Lotus en embuscade. Imperturbable, Stirling raconte l'accrochage. Je tournais dans Tiwa et il était là. J'ai pas pu passer. La bagarre pour la deuxième place oppose maintenant Joe Bonnier à Baghetti et Gurney. Puis, Ginter doit abandonner à Muison, plus de pression d'huile. Les derniers espoirs de la Scuderia et de toute l'Italie reposent désormais sur les épaules d'un débutant, Giancarlo Baghetti, qui livre une bataille homérique à Gurney et Bonnier. Les tours se suivent et se ressemblent. À chaque fois, les trois voitures sont roue dans roue. Mais à 2 tours de la fin, le moteur de la Porsche du pauvre Bonnier rend l'âme. Au dernier tour, Gurney est dans les échappements du jeune Italien. Il le double à Tiwa et prend la tête. Mais à 300 mètres de la ligne d'arrivée, l'Italien profite de l'aspiration et coiffe l'Américain au poteau de seulement une demi-longueur. Jim Clark est 3e, Ines Ireland 4e, Bruce McLaren 5e et Graham Hill 6e. Giancarlo devient le premier pilote à remporter un Grand Prix lors d'une première participation. Il a conduit avec maestria et a su résister à de vieux renards des circuits, Dan Gurney en tête, qui est par contre le premier à se désaltérer. Ines Ireland semble épuisé. L'écurie Lotus, toujours en quête d'une première victoire, se félicite néanmoins de cet excellent résultat. 2e et 3e dans une course aussi dure, c'est une belle performance qui prouve que les voitures de Colin Chapman sont enfin fiables. Cette année, je ne vais à Goodwood que pour le Tourist Trophy, la 26e édition de la plus vieille course de Grande-Bretagne, puisqu'elle remonte à une épreuve créée en 1905 et qui se courait alors sur l'île de Man. Aux essais, c'est Mike Parks qui réalise le 2e temps au volant d'une Ferrari 250 GT, tandis qu'une fois encore, Roy Salvadori court sur une Aston Martin. Cette année, l'écurie de Feltham aligne des DB4 GT carrossés par Zagato. La numéro 1 est celle de Salvadori et la 3, celle du pilote de Lotus, Jim Clark. La numéro 2, une vieille DB4 GT, est aux mains d'Ines Ireland. Une fois de plus, la Ferrari 250 GT de Stirling Moss arborera le numéro 7 et la robe bleu marine de l'écurie de Rob Walker. Moss a décroché la pole et va devoir affronter une pléiade de Lotus Elite et la Porsche usine de Graham Hill.
Mike Parkes domine Moss de la tête et des épaules. En tout cas pour ce qui est de la taille, alors que tout le monde attend le départ prévu pour 15 heures. Seul véritable enjeu, l'honneur de remporter la plus vieille course de Grande-Bretagne, épreuve que Stirling Moss a déjà gagnée à 6 reprises. Lors du traditionnel briefing, le commissaire de course, John Morgan, s'adresse aux pilotes, lesquels l'écoutent bien sagement. Le duc et la duchesse de Kent nous honorent de leur présence et remettront les coupes à l'issue de la course. Bientôt 15 heures, la BBC est fin prête et les pilotes s'élancent vers leur voiture. Mike Parkes est le premier à partir, suivi de Clark et de Salvadori. Pour une fois, Moss, réputé pour ses qualités de sprinter lors des départs façon Le Mans, est un peu à la traîne. Il n'est que 4e, tandis que le peloton arrive à Madgwick. Mais dès la fin du premier tour, il s'est déjà débarrassé des 2 Aston et s'élance à la poursuite de Parkes. En catégorie 1300, les élites sont roue dans roue. Peter Jopp et Leslie Stone devancent la TVR de Keith Aitchison. Au général, Salvadori est 4e derrière Clark. Et dès le 8e tour, les hommes de tête commencent à doubler les attardés. Profitant des embouteillages, Moss prend la tête, mais Parkes ne le lâche pas d'une semelle. Après une trentaine de minutes, Betty et Rob Walker s'apprêtent à assister au premier arrêt. Quand Moss entre au stand, Parkes s'est déjà arrêté. Et 35 secondes plus tard, Stirling va repartir toujours en tête. Un départ foudroyant qui en dit long sur ses intentions. Il ne se laissera décidément pas voler une 7e victoire ici. La course est maintenant bien lancée. L'Américain Mark Elson a, semble-t-il, choisi la fameuse tactique de l'écran de fumée avec sa Chevrolet Corvette, ce qui n'empêchera pas Moss de le doubler. Parkes est toujours 2e, à 5 secondes. Et au 36e tour, Salvadori et Clark occupent les 3e et 4e places à bord de leur Aston Zagato. Parkes use la gomme de ses pneus beaucoup plus rapidement que Moss, les 2 hommes disposant pourtant de voitures identiques. Il doit donc de nouveau s'arrêter pour changer de pneus, ce qui lui vaut de rétrograder en 4e position derrière Jim Clark. Mike Parkes est le fils du PDG de Alvis Carr et s'est forgé un prénom en tant que pilote automobile, notamment sur Ferrari. Il a terminé 2e au Mans cette année, où il partageait une Testarossa avec le Belge Willy Merès. C'est Paddy Gaston, au volant d'une Austin Hill Sprite, qui ferme la marche. Graham Hill, en catégorie 2 litres, dispose d'une avance des plus confortables. La fumée de la Corvette devenant de plus en plus gênante, elle a droit au drapeau noir. On suspecte une fuite d'huile. Mark Elson proteste, disant que ce n'est que de l'eau et on l'autorise à repartir. Jim Clark continue de jouer les seconds couteaux derrière Salvadori. Et la Corvette de polluer l'atmosphère pour finalement rendre l'âme à Madgwick. Ines Ireland s'accroche à sa 5e position avec son Aston, à 2 tours devant la Porsche de Graham Hill.
Quant à Moss, il est une fois de plus impérial. Rien ne l'arrête et il tourne avec un tour d'avance devant Parks et Salvadori qui se disputent âprement la deuxième place. Les conditions sont idéales. La piste est sèche et le ciel dégagé. Ce qui n'empêche pas Roy Salvadori de foncer tout feu allumé. Jim Clark effectue un arrêt de dernière minute au stand, mais conserve tout de même sa 4e place. Et à 18 h, Moss franchit la ligne en vainqueur, au volant de la voiture numéro 7, pour sa 7e victoire au Tourist Trophy. Stirling, le grand Stirling, est donc une nouvelle fois acclamé et reçoit le trophée des mains de la duchesse de Kent, ainsi qu'un gâteau orné de 7 bougies. Fin août, j'ai rendez-vous à Dorking, au célèbre garage de Pibrook de Rob Walker. C'est Christopher, mon fils âgé de 8 ans et qui commence à s'intéresser sérieusement aux voitures, qui ouvre la marche. Depuis Reims, les Ferrari ont fini aux 3 premières places à Entry. Mais au Grand Prix d'Allemagne, couru au Nürburgring, la maestria de Moss sur piste mouillée lui a permis de remporter la victoire. Pour la 2e fois, sur un circuit où seule la conduite peut faire la différence, la puissance n'étant pas l'essentiel, Stirling a prouvé qu'on pouvait battre les Ferrari. Al Francis est en train de modifier le châssis de la 2e Lotus de l'écurie Walker pour y adapter le moteur Coventry Climax V8 de 1,5 litre. Ce moteur a déjà fait ses débuts au Nürburgring aux mains de Jack Brabham, qui a mené sans arrêt avant d'être victime d'une sortie de route dès le premier tour. Rob a réussi à s'approprier le 2e moteur mis au point par Coventry Climax et il faut rapidement préparer les Lotus pour qu'elles puissent accueillir ce V8 afin d'être parées pour Monza, où la puissance des moteurs sera un élément capital. On espère que ce nouveau moteur permettra enfin d'opposer une résistance digne de ce nom aux puissantes Ferrari. Al Francis a coupé toute la partie arrière du châssis pour tester une nouvelle disposition. On en a profité pour installer de nouvelles suspensions arrière qui utilisent un bras oscillant transversal pour relier le sommet de chaque fusée au châssis. L'arbre d'entraînement n'est donc pas soumis aux charges dues à la suspension. Le moteur sera doté de 4 carburateurs inversés IDF de chez Weber, montés dans le V du bloc. La carrosserie d'origine de la Lotus a été remplacée par celle de l'écurie. Le garage de Rob recèle également un trésor, une magnifique Delage d'avant-guerre avec son 8 cylindres en ligne surpuissant qui appartenait autrefois à Dick Seaman. C'est la semaine suivante que doit se dérouler le Grand Prix d'Italie à Monza. Je commence à connaître le chemin car c'est la 5e fois que je vais là-bas. L'année dernière, les écuries britanniques avaient critiqué les parties relevées du circuit qu'elles jugeaient trop dangereuses. L'Automobile Club de Milan avait rétorqué que ceux qui n'aimaient pas le circuit n'avaient qu'à rester chez eux. Les Britanniques avaient donc boycotté Monza et seuls Ferrari, Porsche et quelques privés avaient pris part à la course. Cette année, les Britanniques ont à nouveau émis des réserves, mais ils sont là, et bien là, pour une épreuve qui va se courir sur les 2 circuits, le routier et celui aux portions relevées. Monza est tout entier dédié à la vitesse, y compris sur sa portion routière, qui n'est faite que de lignes droites si l'on accepte 3 virages lents. L'écurie Yeoman Credit
essaie ici une voiture expérimentale dérivée d'une Cooper de Formule 2 Junior. Maston Gregory et sa casquette rouge piloteront la Lotus à moteur Climax d'UDT Lestal et Joe Bonnier sera sur une Porsche usine. Henry Taylor, au volant de la voiture numéro 20, est le coéquipier de Gregory. Il est dans une Lotus Climax équipée d'une carrosserie modèle 61. L'écurie Ferrari aligne 6 voitures. Phil Hill, Wolfgang von Trips, Richie Ginter et Giancarlo Baghetti auront des moteurs à 120 degrés, tandis que le jeune Mexicain, Ricardo Rodriguez, disposera d'un moteur à 60 degrés. La voiture de Baghetti est en fait alignée par la Scuderia Sant'Ambrosius, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une voiture usine. La 6e monoplace est la voiture d'entraînement utilisée aux essais, dotée d'un moteur d'un ancien modèle. Le chef ingénieur de la Scuderia, Carlo Citti, est le dessinateur de la superbe Tipo 156, facilement reconnaissable à son nez de requin. Si toutes les Ferrari restent unies, les autres coureurs ne peuvent espérer finir au mieux que 6e, à part peut-être Stirling Moss. Le jeune Italien Lorenzo Bandini, au volant d'une Maserati à moteur Cooper, a amené son fan club. La voiture numéro 24 est la BRM de Graham Hill. Aux essais, il a utilisé le nouveau V8, mais celui-ci n'est pas encore compétitif. Il courra donc encore avec le 4 cylindres Climax de l'écurie BRM. La Porsche de Gurney partira de la 6e ligne à côté de Stirling Moss. Ce dernier a établi un excellent chrono sur ce circuit grâce au nouveau V8 Coventry Climax avant de connaître des problèmes de refroidissement. Von Trips a fait le meilleur temps, suivi de l'inattendu Rodriguez, qui a pris l'avantage sur ses coéquipiers, Hill et Baghetti, respectivement 2e et 3e ligne. Aux côtés de Baghetti, on retrouve donc Graham Hill, auteur d'un chrono prometteur avec le nouveau V8 de BRM. La Lotus Climax de Clark est 7e et la Porsche de Bonnier 8e. Au total, 32 pilotes prendront le départ. Joe Bonnier discute avec Innes Ireland, qui a donné sa Lotus usine à Moss, ce dernier se refusant à utiliser le V8 en course. La voiture est donc peinte sur le dessus avec le bleu de l'écurie Walker, sur les flancs avec le vert de Lotus, et elle arbore le numéro 28 de Stirling Moss. Le Britannique n'a encore jamais conduit cette voiture, sa monture habituelle étant l'ancienne version. Cette voiture de remplacement est de surcroît équipée d'un changement de vitesse différent. Une fois de plus, Jack Brabham sera donc le seul à courir avec le nouveau V8. Mais il ne devrait guère faire long feu en course, car il a lui aussi connu des problèmes de surchauffe pendant les essais. Les Porsche, avec leur suspension avant à bras oscillants longitudinale, appartiennent pour ainsi dire au passé. Ricardo Rodriguez, son casque jaune sous le bras, assiste au traditionnel briefing des pilotes. Comme ses collègues, il attend le départ avec impatience. Les Ferrari courent donc à domicile et elles sont dotées du moteur le plus puissant. Leurs concurrents disposent de moteurs anciens et donc dépassés ou de nouvelles motorisations encore en rodage. À l'évidence, nous allons assister à un festival Ferrari. Lord Howe, détenteur du record du Tour à Brooklands avant la guerre, a bravé le soleil pour assister à la course. Et c'est parti. Au départ, l'accélération plutôt longue des Ferrari permet à leurs adversaires de se mettre dans leur aspiration. Rob Walker observe, particulièrement concentré. Ginter est en tête, suivi comme son ombre par Clark. Lors du premier passage dans le virage relevé, le classement est toujours le même. 3 Ferrari dans les roues de Clark. Mais à la fin du premier tour, le classement est le suivant. Phil Hill, Ginter, Rodriguez, Clark, Brabham, Von Trips, Baghetti, Bonnier, Gurney et Moss.
La course est absolument folle et le classement ne cesse de changer. Au bout de cette ligne droite, Clark et Von Trips se heurtent violemment. Clark est stoppé au bord de la route, mais Von Trips traverse le gazon et franchit les protections. Il trouve la mort et avec lui 14 spectateurs. Mais la course se poursuit. Le classement est désormais le suivant. Hill, Ginter, Rodriguez, Baghetti et Brabham. Moss est pris en sandwich entre les Porsche de Gurney et Bonnier. Mais au tour suivant, Surtees et lui se rentrent dedans et la Porsche doit abandonner. La course continue et les pilotes ignorent toujours l'ampleur de la tragédie. Dean Delamond du Royal Automobile Club félicite John Cooper car Brabham parvient à faire jeu égal avec les Ferrari de tête. Mais la joie est de courte durée. Brabham est bientôt décramponné par les F1 de la Scuderia et doit s'arrêter au stand. Le nouveau V8 a encore besoin de réglages, mais il a au moins prouvé qu'il était suffisamment puissant pour affronter les Ferrari. Puis, coup sur coup, 3 Ferrari abandonnent. Au 24e tour, Ginter rentre au stand et au 30e, c'est au tour de Rodriguez et Baghetti de s'arrêter définitivement, les 3 voitures étant victimes de problèmes moteurs. Moss livre une bataille intense à la Porsche de Gurney, mais doit finalement s'incliner et abandonner, roulement à billes avant cassé. Gurney finit donc 2e, derrière Phil Hill. Au moment où ce dernier franchit la ligne, il ne sait pas encore que son coéquipier Wolfgang Von Trips a trouvé la mort. McLaren termine 3e, Jack Lewis, un des concurrents privés, coiffe Brooks au poteau pour empocher une superbe 4e place. Mais la victoire de Hill ne met guère de baume au cœur de la Scuderia. Il ne reste plus qu'une course, et avec la disparition de Von Trips, Hill devient de fait champion du monde. Retour à Silverstone pour le trophée international de 1962. J'ai le plaisir d'y découvrir la nouvelle Mercedes, la superbe W163. 3 semaines plus tôt, à Goodwood, Stirling Moss a été gravement blessé. Toute l'Angleterre, croyants et non-croyants, fans ou non de sport automobile, prie le ciel pour qu'il s'en sorte. Tous les soirs, la télévision diffuse son bulletin de santé. L'écurie de Reggie Parnell aligne pour la première fois des Lola, bénéficiant du soutien de Bowmakers. Rob Walker, effondré par ce qui arrive à Stirling, n'aligne aucune voiture et Bonnier se retrouve donc au volant d'une vieille Porsche de la Scuderia SSS. Maurice Trintignant sera au volant d'une Lotus à moteur Climax 4 cylindres. Jim Clark, au volant de la nouvelle Lotus 24 à moteur V8 Climax, a déjà remporté 2 courses hors championnat du monde, celle de Snetterton et celle d'Entry. Quant à John Surtees, il ne tarit pas d'éloges envers la nouvelle Lola. Même les pilotes chevronnés doivent assister au briefing, qui tient en un simple commandement « Soyez sages et pas de faux départ ». Pourtant, tout le monde est attentif, sauf Graham Hill, qui manifestement s'en fiche un peu. L'écurie UDT Lestal s'est fait prêter par Maranello un V6 à 120 degrés. Et c'est un Innes Ireland pour le moins amer qui sera au volant. Car après s'être escrimé pendant des années sur des Lotus peu endurantes, il vient de quitter l'écurie avec perte et fracas, après lui avoir offert sa première victoire en championnat. Dès le départ, Clark prend la tête, suivi de Ireland sur Ferrari, Hill et Ginter étant au coude à coude pour la 3e place. Viennent ensuite la Cooper de McLaren, l'Emerson de Campbell Jones et Surtees, auteur d'un mauvais départ. Clark dispose rapidement d'une avance confortable.
Hill est deuxième sur BRM, alors que les échappements verticaux de son nouveau V8 se détachent les uns après les autres. La Ferrari d'Ireland pointe en troisième position devant Ginter, Surtees et McLaren. Au 15e tour, Surtees a pris le meilleur sur Ginter et Ireland et remonte sur Hill. Trintignant et son 4 cylindres sont distancés depuis longtemps. Maston Gregory, qui pilote pour la première fois la Lotus 24 à V8 Climax, doit contenir les assauts de Trevor Taylor au volant de la Lotus Usine. Le tout sous la pluie. Clark peut se permettre de lever le pied, mais Hill n'en poursuit pas moins sa course échevelée. Dans le dernier tour, Gregory se rabat sur Clark, qui tentait de le doubler, permettant à Hill de lui faire l'extérieur dans Woodcote et de souffler la victoire à Clark. La Ferrari compte un tour de retard sur les hommes de tête, chose impensable il y a encore quelques mois et qui illustre bien la vitesse à laquelle la technologie automobile évolue. En juin 62, je me rends à Dorking, au garage Pibrook de Rob Walker. C'est lui qui va m'emmener à Spa pour le Grand Prix de Belgique. Après son accident du mois d'avril, Stirling est resté dans le coma pendant un mois. Il a repris conscience, mais il est toujours paralysé du côté gauche. C'est Maurice Trintignant, fidèle deuxième pilote de l'écurie, qui a pris la place du Britannique au volant de la voiture Bleu Nuit. La saison anglaise de Formule 1, hors championnat du monde, s'est tenue à Snetterton, Goodwood, Entry et Silverstone. Elle a vu la victoire de 2 BRM et de 2 Lotus. Le premier Grand Prix, celui de Zandvoort, a vu la victoire de la BRM de Graham Hill, tandis que celui de Monaco revenait à McLaren au volant de sa Cooper. Aux Pays-Bas, l'écurie Lotus a aligné pour la première fois la révolutionnaire Type 25 à châssis monocoque. Aux grandes dames de Rob, à qui Colin Chapman avait promis les mêmes voitures que l'écurie usine pour la saison 62. Du coup, après seulement 2 courses, la 24 de Rob était déjà dépassée. Lorsque Rob a rappelé à Chapman sa promesse, celui-ci a répliqué que la 24 et la 25 étaient des modèles identiques. John Cooper, jetant un coup d'œil dans le cockpit de la 25, a alors simplement dit « Tout juste, Colin. Après tout, vous avez seulement oublié de mettre le châssis. » Al Francis se repose. Une fois sur le circuit, il n'aura plus 1 minute à lui. La prochaine fois, John Tate nous fera revivre le Grand Prix de Belgique 1962, couru comme d'habitude à Spa. Puis ce sera l'année 1963 avec le Grand Prix d'Imola et la domination sans partage de Jim Clark et la première des 5 victoires de Graham Hill à Monaco. Puis le Grand Prix d'Angleterre avec encore une victoire de Clark. Et enfin en 1964, le triomphe de Ferrari en Sicile. À bientôt donc pour un nouvel épisode des Carnets secrets d'un passionné de l'automobile.